Ok, c'est T1 pour DNR. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui m'a traumatisé à vie, Requiem for a Dream. Donc, c'est les 25 ans du film, sorti en l'an 2000. Je pense que je l'ai vu pas loin de cette période-là. Je l'ai vu très jeune, beaucoup trop jeune. Je l'ai vu, je pense que j'avais 14 ans à peu près. C'est un film, je sais, moi, mon souvenir, c'est que j'ai dit à ma mère que j'allais voir ce film. On est vraiment dans l'époque vidéo club, vidéo future. Moi, j'étais allé louer le DVD. J'allais le regarder tout seul chez moi et j'ai dit à ma mère, ok, je vais regarder Requiem for a Dream. Elle m'a dit, wow, attends, tu vas être traumatisé. Je sais qu'elle l'avait vu. Moi, je ne l'avais pas encore vu et je m'apprêtais à le voir. Donc, tout seul, à 14 ans, je l'ai vu. J'étais traumatisé. C'est vraiment le genre de film où j'ai le souvenir précis, je vais m'en rappeler toute ma vie. À la fin du film, j'ai allumé la lumière et j'étais là comme ça, je dis: «Waouh, qu'est-ce que je viens de voir là?» J'étais choqué de fou. Donc Requiem for a Dream, réalisé par Darren Aronofsky, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Une claque de fou, film culte. C'est le film qui l'a rendu culte, un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes, et cetera. Il a sorti des films un peu plus mainstream par la suite, comme par exemple Black Swan, que j'adore. Je crois que son dernier film, c'est The Whale avec Brandon Fraser, qui est aussi traumatisant. Il joue vraiment sur l'émotion, il joue vraiment sur les trucs qui vont un peu choquer le public. Mais on n'est pas là pour parler de ce film-là. Revenons sur Requiem for a Dream. Donc c'est clairement son film le plus culte. Du début à la fin, c'est qu'une montée en pression. Je ne peux pas redire quelle est l'histoire du film. Pour moi, c'est pas un film sur la drogue, c'est plutôt un film sur la dépendance. Donc, dedans, on va retrouver Jared Leto, on va retrouver Jennifer Connelly, on va retrouver Marlon Wayans, qui est le mec de Scary Movie, tout ça. C'est la première fois, je pense, hein, qu'on le voit dans un film plus dramatique où il va jouer un autre registre. Et je ne sais pas pourquoi on l'a pas revu plus dans des films comme ça, parce qu'il est vachement bon dedans. Même s'il a toujours un petit côté humoristique dans le film, il est vraiment dans un film dramatique, donc, et il collait super bien. Bon, je trouve ça dommage qu'on ne l'ait pas revu plus dans des films, dans différents genres. Il est resté dans la comédie, mais en tout cas dans le film, il est super chaud. Jared Leto qui vraiment a un visage angélique dans le film, ce qui va vraiment contraster avec toute la dépendance et les drogues dures qu'il se prend. Et en fait, ils l'ont super bien choisi pour ça. À peu près la même période, Jared Leto, il joue aussi dans Fight Club et justement son visage un peu angélique, ils vont le souligner parce que le personnage Edward Norton, à un moment, il explose la face et justement, il dit j'avais envie de détruire quelque chose de beau. Donc, c'est à mon avis pour son jeu d'acteur, mais aussi pour son visage qu'il a été pris dans ce film-là parce qu'il a vraiment un visage un peu pur, angélique, qui, comme j'ai dit, va contraster de fou avec les drogues dures et la descente aux enfers qui lui arrive dans le film. La mère du personnage de Jared Leto dans le film aussi, elle joue incroyablement bien. Toutes les scènes, c'est vraiment une masterclass. Et peut-être à la fin, le sort de sa mère qui m'a le plus traumatisé avec les électrochocs et tout. Donc si vous n'avez pas vu le film, je spoil, mais je pense que tout le monde l'a vu 25 ans après. Si vous ne l'avez pas vu, courez le voir. En tout cas, grand film, vraiment cultissime. Comment parler de Requiem for a Dream sans parler de la musique? Une des musiques les plus iconiques du cinéma, sans doute la musique la plus traumatisante, de plus en plus malaisant au fur et à mesure que les scènes passent, et surtout le climax du film où c'est vraiment une descente aux enfers et une montée en pression. La musique à la fin, waouh, j'ai pas vu ça au cinéma, mais j'imagine voir ça au cinéma, ça doit être une claque de fou. Le voir à 14 ans, c'est une claque de fou. Le voir tout court, c'est une claque de fou. Donc en fait, tout ça mis ensemble fait que c'est un film qui, dans sa continuité, ne fait que monter en pression. Musique iconique qu'on retrouve vraiment partout, elle a été prise et reprise. C'est une des BO les plus marquantes et c'est une des BO qui sert le plus le propos du film, je trouve, et surtout la fin, la montée en pression. Visuellement, c'est un film qui a vraiment bien vieilli. On retrouve vraiment ces teintes typiques, je trouve, des films du début des années 2000, très froid, un peu vert, un peu bleu, qu'on va retrouver un peu dans Matrix aussi. J'adore cette ambiance-là. Dans pas mal de films, vraiment, ça marque cette période-là et ça marque cette ambiance-là. Le film, au début, il se déroule pas mal à Coney Island, à New York. Et ça, c'est une petite parenthèse. Ce parc d'attractions, il est toujours fermé. Parce que j'y suis allé l'été, j'y suis allé l'hiver. Dans tous les films où il y est, le parc est fermé. Donc pour ceux qui vivent là-bas, peut-être vous pouvez me dire, je sais pas pourquoi, le parc d'attractions qui est à Coney Island, l'espèce de fête foraine, là, c'est toujours désert. Bon, bref. Darren Aronofsky, c'est vraiment un réalisateur qui va vraiment jouer sur la sensibilité du public, qui va pas faire du trash pour faire du trash, parce que c'est pas ça finalement. On voit pas j'allais dire, on voit pas de bras coupés. Si on voit un bras coupé, mais je veux dire, c'est pas gore, c'est juste psychologiquement dur. Et en fait, c'est ça dans tous ces films. J'ai pas vu tous ces films, mais c'est ça dans la plupart de ces films. Dans Black Swan, par exemple, on va jouer sur la quête de la perfection, l'aspect psychologique. Dans The Whale, c'est la même chose. Il va vraiment malmener ses personnages, les pousser à l'extrême. Et dans ses films les plus iconiques, c'est vraiment ça qui se passe. Un des trucs qu'on retient le plus du film avec sa bande originale, c'est aussi les fameuses petites scènes où ils prennent des drogues, où c'est monté de façon super rapide là,
Ça, on va le retrouver dans plein de films. Ça a été pompé, repompé et à ce que je sache, c'est vraiment lui qui a inventé ça. Donc les scènes de drogue avec les petits cuts super rapides et les focus sur des petits détails, c'est un truc qui marche super bien, qu'on retient vraiment bien, qui a été pris et repris des tas de fois. Tout ça mis bout à bout, me font dire que c'est un film qui a vraiment marqué toute une génération. C'est un film où une fois que tu l'as vu, tu sais que tu l'as vu à vie, c'est clair. Donc peut-être qu'avec tous les trucs horribles qui sont sortis, peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un, un public déjà averti, qui a, je sais pas moi, la vingtaine passée, il va être moins traumatisé que moi à l'époque, mais il va être marqué, c'est sûr. Ok, c'était T1 pour DNR, on se retrouve très bientôt.